adoption du programme national pour l'accélération de l'éducation et du bien-être des filles au Bénin. Le dit programme, dont l'application sur 5 ans nécessite un montant d'environ 94 milliards de francs CFA, vient renforcer les actions déjà en cours et fédérer les énergies avec quelques innovations pour respecter les engagements du Bénin en faveur de l'éducation des filles. De façon globale, il vise à améliorer les compétences de ces filles en vue de leur autonomisation, en particulier celles non scolarisées, déscolarisées et issues des ménages vulnérables. Ainsi, il est attendu au terme de sa mise en œuvre que les filles, surtout les plus vulnérables, soient autonomes et participent au développement du pays. À cet effet, les actions opérationnelles prévues sont structurées autour de 4 composantes que sont l'appui à l'éducation des filles hors du système scolaire, s'agissant donc des filles non scolarisées et déscolarisées, le maintien à l'école des filles issues de ménages vulnérables, le développement des compétences de vie et l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes, la transition école-emploi et l'autonomisation économique des adolescentes et des jeunes filles. Travaux de réhabilitation de couvents et de sites sacrés à Ouida et à Boïcon dans le cadre de la promotion du tourisme. Le projet Route des couvents vaudou s'inscrit dans la vision du gouvernement de développer le tourisme à travers, entre autres, la valorisation du patrimoine culturel immatériel et de faire du patrimoine commun vaudou un instrument de développement des territoires. Il vient ainsi compléter l'offre touristique de la destination Bénin par la création d'un parcours de découverte de la culture vaudou et de son accessibilité à tous. Les travaux engagés consistent à restaurer ces couvents et sites sacrés, tout en sauvegardant leur originalité et leur authenticité. C'est dans ce cadre que l'Agence nationale des patrimoines touristiques procède, dans une phase pilote, à la réhabilitation de 5 couvents que sont Sakpata de Zungoji à Ouida, Mamiwata de Heve à Grand Popo, Hevioso de Soke à Adjara, Akabaïdena à Ketu, Zomadonu et Djena à Abomey. Pour conforter cet éventail de couvents déjà pris en compte, il est envisagé d'intégrer à la liste 3 autres sites, Temple de Piton, Zohwe, Mamitoligbe, situés dans la commune de Ouida. Par ailleurs, des composantes du village souterrain d'Agongwento Zongudo dans la commune de Boïcon connaissent des dégradations avancées au point où l'accès aux visiteurs a été interdit. En vue de sa réouverture au public, il est prévu de recourir à une expertise qualifiée aux fins de conduire les études techniques de viabilisation des ouvrages projetés, d'aménagement paysager et l'évaluation du niveau de sécurité des grottes existantes. C'est pour ces raisons que le Conseil a approuvé la contractualisation avec des cabinets spécialisés en vue de la réalisation des aménagements retenus. En point 5, travaux d'achèvement du pont sur la rivière Ouara et de réhabilitation de la route Kandi-Segbana, frontière du Nigeria vers Samia. La construction du pont sur la rivière Ouara à la frontière Bénin-Nigeria, à l'initiative de notre pays, avait été interrompue pendant les travaux d'aménagement de cette route longue de 121 km 15. Il s'agissait de rechercher un accord avec le Nigeria relativement aux modalités de sa réalisation. Les parties étant parvenues au dit accord, il est question d'œuvrer à l'achèvement de cet ouvrage d'art. En outre, la route Kandi-Segbana, construite en enduit superficiel à l'époque, nécessite une réhabilitation complète dans le but de renforcer la chaussée au regard du volume de trafic qu'elle draine désormais et qui participe de la densification des échanges commerciaux avec le Nigeria. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec des sociétés et cabinets pour exécuter les travaux et assurer la surveillance et le contrôle. Cette première session ordinaire, faute de 24 séances plénières, a confirmé l'expertise législative de notre Parlement, notamment par le vote de la loi organique sur le Conseil économique et social, CES. Cette loi organique
a institué la déconcentration du CES au niveau de nos 12 départements et a ainsi rapproché cette institution de nos populations. L'Union progressiste Le Renouveau, toujours soucieuse de l'amélioration des conditions de vie des populations, a joué pleinement et activement sa partition pour une meilleure prise en compte des légitimes aspirations de toutes les couches de la société béninoise dans les projets et programmes de réforme à caractère économique, social, culturel et technique de notre pays. En ce qui est de la production législative de cette première session, outre la loi organique, nous avons adopté plusieurs autres lois que sont la loi portant réglementation bancaire à République du Bénin, la loi portant définition et répression de l'usure à République du Bénin, la loi relative à l'activité d'affacturage en République du Bénin, la loi modifiant et complétant la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières, la loi relative à la Commission béninoise des droits de l'homme, la loi portant dispositions transitoires et dérogatoires aux dispositions organisant le plan de carrière des magistrats pour les nominations dans les juridictions du fonds, la loi portant sur l'urbanisme en République du Bénin, la loi portant création des ordres nationaux du Bénin, la loi portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin, et enfin la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé dans notre pays. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a accordé son soutien au processus de renforcement de nos relations internationales en autorisant le président de la République à ratifier 6 instruments internationaux, à savoir la loi portant autorisation de ratification de la convention signée à Abu Dhabi le 4 mars 2013 entre la République du Bénin et les Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. La loi portant autorisation de ratification de la convention signée à Cotonou le 15 avril 2023 entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Rwanda en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale. La loi portant autorisation de ratification de l'accord signé à Cotonou le 13 mars 2023 consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice relatif à l'affaire du différend frontalier Bénin-Niger. La loi portant autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce OMC sur les subventions à la pêche adoptée à Genève le 17 juin 2022. La loi portant autorisation de ratification de la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile signée le 16 décembre 2009 et de l'instrument d'amendement de l'article 10 de la dite Constitution. Et enfin, la loi portant autorisation de ratification de la Convention signée à Cotonou le 30 décembre 2014 portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. La dépression, c'est un trouble mental courant, l'un des troubles mentaux les plus courants. Et c'est un trouble de l'humeur qui se manifeste par la persistance d'un état de tristesse, la perte d'intérêt pour tout ce qui nous est vital, comme aller au boulot, manger, sortir, se distraire. Et généralement,
les chiffres disent que c'est un mal qui se vit plus par les femmes que par les hommes. Il y a des causes qui sous-tendent la dépression et il y a les causes qui favorisent cela. Celles qui sous-tendent sont de 3 ordres. On a les causes sociaux, les causes psychologiques et les causes biologiques. C'est-à-dire, quand je parle du biologique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont biologiquement conditionnées à faire de la dépression. De par leur constitution biologique, ils sont aptes à en faire régulièrement. Les causes sociaux peuvent être des causes qui se sont installées dès la petite enfance, déjà de par l'environnement familial et tout, la manière dont l'individu grandit. Et les causes psychologiques aussi peuvent venir de là, mais surtout de par sa personnalité. Il y a des types de personnalités spécifiques qui sont susceptibles de faire de la dépression. Maintenant, les causes favorisantes sont de tous ordres. N'importe quoi qui pourrait générer du stress au niveau de l'individu est une cause favorisante de la dépression. La perte de l'élan vital, la perte d'intérêt pour les choses basiques ou les choses vitales de la vie, c'est déjà quelque chose qui handicape l'homme. Donc les conséquences sont multiples. Mais il y a une conséquence phare dont on parle peu, ce sont les conséquences liées au suicide. Le syndrome dépressif majeur, quand il n'est pas bien suivi, aboutit souvent au suicide. Et c'est en ça que je disais au départ que les chiffres sont biaisés quand on dit que les femmes font plus de la dépression que l'homme. Parce que les chiffres de suicide sont contraires. Les hommes se suicident plus que les femmes. Les chiffres l'ont dit et c'est clair. Alors, si les hommes se suicident plus que les femmes, c'est que quelque part, l'homme, de par les pesanteurs socioculturelles, n'arrive pas à accepter déjà sa vulnérabilité, à aller vers des personnes pour dire j'ai besoin d'aide, je ne me sens pas bien, je vais ci, je vais ça. La femme, par contre, elle a cette tendance à facilement venir dans les services qu'il faut, ou même à aller chez la voisine pour se dire voilà, je ne vais pas bien, aidez-moi et tout. Donc cela fait que l'homme ne vit pas la dépression de la même manière que la femme. Il sublime un peu cela et au moment où c'en est de trop, il peut entrer rapidement dans le suicide. Donc déjà à partir du moment où vous avez ne serait-ce que des idées suicidaires, c'est vraiment alarmant. Juste des idées déjà, il y a de quoi s'inquiéter. C'est la conséquence phare de la dépression, à part toutes les autres conséquences de vie que cela peut engendrer. Si nous sommes avec des personnes qui ont une disposition biologique, on ne peut pas l'éviter. Mais par contre, on peut prévenir à travers des actions un mode de vie sain. Et un mode de vie sain, ce n'est pas que manger sain, ce n'est pas que avoir dormi aux heures qu'il faut, ce n'est pas que avoir une activité sportive, ça va au-delà. Le mode de vie sain, c'est déjà dans le choix, par exemple, des personnes qui nous entourent. Il faut savoir choisir le conjoint ou le compagnon de vie. C'est très important, les gens banalisent cela. Ou la conjointe ou celle avec qui on veut passer notre vie. Il faut savoir choisir nos amis. Parce que y a une forte portée relationnelle dans la dépression. Ceux qui nous entourent peuvent favoriser cela ou peuvent même empêcher cela. Et si on choisit les mauvaises personnes autour de soi, on est susceptible de faire de la dépression. Autre moyen de prévention, c'est déjà d'accepter de se faire consulter régulièrement. L'Africain, normalement, l'Africain, homme comme femme, n'a pas cette tendance à aller vers les consultations psy par rapport à l'occidental. On se croit résilient à tout, alors qu'en fait, non. On vit les choses autrement. Notre éducation ne nous permet pas de nous plaindre plus facilement. Mais ce qu'on vit, on le vit réellement et ça nous détruit. Donc il faut déjà peut-être avoir de ces actions, des consultations de routine, à défaut d'avoir des consultations périodiques, des routines, histoire de voir à quel niveau je suis. Et surtout quand vous commencez par remarquer ces symptômes qu'on a listés au départ, n'hésitez pas à aller consulter, vraiment. Sinon, le pas entre la dépression et le suicide est très infime. Une année s'est écoulée depuis que des soldats mutins ont renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum. Les auteurs du putsch avaient évoqué des raisons de sécurité et de crise économique, mais à l'heure du bilan, les gains espérés tardent à se matérialiser. Le marché n'est vraiment pas abordable
Maintenant, rien que la tasse de 1000, elle coûte 1250 francs. Quelque chose qui était à moins de 1000 francs avant, maintenant elle est à 1200 francs. Et il y a également le riz qui a rehaussé. Notre principale difficulté en ce moment est la cherté des produits alimentaires sur le marché. Nous souhaitons vraiment que les prix baissent. Sinon, nous remercions Dieu qu'Allah nous apporte la paix et la sécurité dans notre pays. La junte militaire a rompu les liens avec ses principaux partenaires internationaux qui ont imposé des sanctions et suspendu leur soutien, ce qui a affecté près de la moitié du budget du Niger. Depuis l'avènement post-26 juillet, les Nigériens sont nombreux que cette situation a impacté leur coût de vie. Du fait, beaucoup se sont retrouvés licenciés par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, on imagine le calvaire que ces chefs de famille vivent avec la flambée du prix sur le marché. Le Niger est le dernier pays d'Afrique de l'Ouest dirigé par une junte militaire, après le Mali et le Burkina Faso. Les trois pays ont ensuite annoncé leur départ de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour former ce qu'ils appellent l'Alliance des États du Sahel. Les États-Unis ont annoncé mardi de nouveaux pourparlers de paix prévus en Suisse le mois prochain afin de tenter de mettre fin à la guerre qui ravage le Soudan. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, se dit incapable d'évaluer la probabilité d'un accord, mais qu'il espère simplement ramener les parties à la table des négociations, ajoutant que ces discussions soutenues par la communauté internationale sont essentielles pour mettre fin au conflit et prévenir la famine. Nous espérons que ces pourparlers auront lieu et qu'ils seront organisés conjointement par les États-Unis, le gouvernement suisse et l'Arabie saoudite. L'objectif de ces pourparlers est de s'appuyer sur les travaux qui ont déjà eu lieu à Jeddah et d'essayer de les faire progresser vers la prochaine phase. Nous restons convaincus qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit soudanais. Nous pensons que l'organisation de ces pourparlers nationaux sur le cessez-le-feu et l'assurance qu'ils sont soutenus par les principales parties prenantes internationales sont le seul moyen de mettre fin au conflit au Soudan pour éviter que la famine qui y sévit actuellement ne s'étende et pour créer un espace permettant de rétablir le processus politique civil. Alors que les précédents pourparlers de Jeddah entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide n'avaient rien donné, la guerre a provoqué la plus grande crise de déplacement au monde, avec plus de 11 millions de personnes déplacées. Des experts avertissent que 755 000 personnes risquent de souffrir de la famine dans les mois à venir. Au Kenya, 4 figures de l'opposition ont été nommées mercredi à des postes clés par le président William Ruto. Il s'agit de John Mabadi au portefeuille des finances, James Opiyo Wandayi à l'énergie et au pétrole, Hassan Ali Joho au ministère des Mines et de l'économie de la mer et Wycliffe Oparanya au ministère pour le développement des coopératives et des PME. Ces personnalités sont issues du parti de l'opposant Raila Odinga. L'annonce a été faite lors d'un discours à la nation. Le président kényan s'était engagé à nommer un nouveau gouvernement très représentatif en réponse aux manifestations qui secouent son pays depuis des semaines et menacent son pouvoir. Cependant, la majorité des 20 personnes nommées sont des membres de l'ancien gouvernement dissous, ce qui, selon certaines sources, a suscité la colère de plusieurs. Offrir des postes à l'opposition pour essayer de contenir la colère de la population alors que celle-ci n'en tire aucun profit n'est nullement opportun, se sont exprimés certains jeunes. Depuis le début des manifestations, au moins 50 personnes ont été tuées selon l'Agence nationale de protection des droits humains. Airbus a présenté lundi son tout dernier avion de transport de passagers à l'ouverture du Salon aéronautique international de Farnborough 2024. Il s'agit de l'A350 et l'A321 XLR que l'avionneur européen présente comme le premier monocouloir capable d'effectuer des liaisons long courrier traditionnellement dévolues aux gros porteurs. Airbus en a obtenu la certification vendredi. Wings and
Notre A350 a une aile en composite. Les composites sont plus légers que la structure métallique. Nos nouveaux appareils sont donc dotés d'ailes et de technologies composites. L'A350 a également la capacité de voler à très grande distance et d'emprunter des itinéraires qui ne sont pas réalisables avec d'autres avions. Le constructeur rival Boeing fait profil bas cette année et n'apporte aucun nouvel avion de ligne pour participer aux démonstrations aériennes du salon aéronautique. En crise de sécurité et de fabrication, l'avionneur américain a plutôt mis en avant sa dernière mise à jour de la gamme des Jet 777. Nous avons également augmenté la capacité des bagages, doublé celle du 777 et réduit les forces de fermeture de plus de 40% sur ces derniers. En outre, afin d'améliorer encore l'expérience des passagers et leur offrir une meilleure visibilité du ciel, nous avons mis en place des hublots plus grands qui donnent une meilleure vue sur l'extérieur. Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough est l'un des plus grands au monde, qui attire professionnels et passionnés. Cette année, il a lieu du 22 au 26 juillet. Les Jeux olympiques de Paris 2024 marquent la 3e apparition de l'équipe olympique de réfugiés. Le groupe s'est rassemblé dans la ville de Bayeux, en Normandie, à l'occasion d'un événement d'accueil avant le début des compétitions. Comme l'a dit notre président, l'équipe a beaucoup grandi depuis que j'ai couru en 2016 avec 9 autres coéquipiers. Malheureusement, il en va de même pour le nombre de personnes contraintes de quitter leur foyer en raison de l'augmentation constante de guerres, des conflits et des persécutions dans le monde. Merci au président pour sa vision et à vous tous pour avoir contribué à en faire une réalité. Je suis profondément reconnaissant et fier d'être ici aujourd'hui. Au total, 37 athlètes de 15 nations et régions composent l'équipe olympique de réfugiés. À cela s'ajoutent les entraîneurs et le personnel opérationnel. C'est ma première participation aux Jeux olympiques et c'est ainsi que mon plus grand rêve se réalise. Je suis tellement heureuse et fière d'être ici, de faire partie de cette équipe et j'espère qu'un jour je gagnerai une médaille d'or aux JO. Je tiens à remercier les membres du CIO, le président Bach, la Fondation des réfugiés olympiques et tous ceux qui nous ont aidés à réaliser notre rêve. Et je tiens à dire que nous avons réussi. Merci. All the very best to the IOC Refugee Olympic Team Paris 2024. Dès ce vendredi et jusqu'au 11 août, les athlètes participeront à 12 épreuves pendant les JO. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture affirme que plus de 700 millions de personnes pourraient avoir souffert de la faim en 2023. Dans son rapport annuel sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde publié mercredi, la FAO précise que la situation est restée largement inchangée par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, nous produisons suffisamment de nourriture sur cette planète pour nourrir tout le monde. Si nous voulons résoudre le problème d'ici 2030, c'est un choix politique qui dépendra de combien d'argent nous sommes prêts à mettre sur la table pour y remédier. La faim touche une personne sur 5 en Afrique avec une aggravation notable sur ce continent. Dans certaines régions du monde, comme le Soudan ou la bande de Gaza, les conflits ont considérablement aggravé la crise alimentaire. Pour le directeur de l'économie agroalimentaire de la FAO, la faim chronique est une crise qui ne se limite pas au présent mais dont les effets perdureront dans l'avenir. Quand on parle de sécurité alimentaire et de nutrition, quand on évoque la faim chronique ou quand on parle de malnutrition, ce n'est pas la crise d'aujourd'hui qui est en jeu, c'est l'avenir. En effet, les femmes enceintes et les enfants qui sont confrontés à un problème de malnutrition, aujourd'hui, en paieront le prix tout au long de leur vie. En ne résolvant pas le problème aujourd'hui, nous appauvrissons ces pays dans l'avenir. Le rapport anticipe que 582 millions de personnes, principalement en Afrique, seront chroniquement sous-alimentées d'ici 2030.
Sous le feu des critiques, la directrice du Secret Service, Kimberly Cheatle, a démissionné ce mardi après avoir reconnu la veille que ses services avaient échoué dans leur mission de protéger Donald Trump. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a affirmé mercredi que son bureau ne négligera aucune piste dans cette enquête lors de son témoignage devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, où il a donné plus de détails sur la fusillade survenue le 13 juillet en Pennsylvanie. La tentative d'assassinat de l'ancien président est une attaque contre notre démocratie et notre processus démocratique. Nous ne tolérerons pas la violence politique, quelle qu'elle soit, et en particulier un acte ignoble de cette gravité. Je tiens à vous assurer, ainsi qu'au peuple américain, que les hommes et les femmes du FBI continueront à travailler sans relâche pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Un travail considérable est en cours et il reste encore beaucoup à faire. Nous continuerons à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi en explorant toutes les pistes. Le tireur est peut-être décédé, mais l'enquête du FBI, elle, se poursuit. Cette fusillade a de nouveau plongé le FBI dans un tourbillon politique. Les agents enquêtent sur Thomas Matthew Crooks, le tireur de 20 ans, et sur ce qui est considéré comme la tentative d'assassinat la plus grave d'un président ou d'un candidat depuis l'attentat contre Ronald Reagan en 1981. Des milliers de manifestants se sont rassemblés mercredi autour du Congrès américain à Washington pour protester contre le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza dévastée par plus de 9 mois de guerre. Les gens sont en colère, ils sont tristes et furieux que le gouvernement des États-Unis ait le culot, après des mois et des mois de génocide, de ne pas demander des comptes à Benjamin Netanyahou, mais de continuer à lui dérouler le tapis rouge. Des manifestants ont montré Benjamin Netanyahou sur des affiches de criminels recherchés où l'on peut lire arrêter ce criminel de guerre. Il est important de montrer, en images, que les citoyens américains ne soutiennent pas les politiques de notre classe dirigeante. Nous sommes administrés par des voyous déconnectés de la population. Je dirais qu'il est important de manifester, de sortir et de montrer au monde que nos politiques ne sont pas approuvées par le peuple américain. De légers heurts ont éclaté avec la police alors que des manifestants tentaient de bloquer le passage du convoi de Netanyahou.